fais mon C'est en live. émission et vous faites la vôtre. C'est ça? Qui a dit ça? J'ai entendu un truc. Que toi tu fais ton émission, nous on fait la nôtre. C'est dans le téléphone. Hello. Bonjour Cyril. Bonjour. Oh, regarde. Comment vas-tu? Bah ça va bien. Oui. Là, tu me fais signe pour dire que... Tout va bien, je m'entends dans le casque, je t'entends dans le casque. Et finalement, aujourd'hui, vous découvrez, n'est-ce pas, que le sieur Cyril, il assure le micro et la technique. Et surtout, il faut qu'il écoute ce que Jada a dit. Tu gères l'équipe. Oh, l'équipe se gère elle-même. Ah, oh. Reprends-moi ton titre en début d'émission. Tu as dit que tu avais trouvé un titre. Houston, on a un problème. Il faut qu'on parle des véganes. Il faut qu'on parle des véganes. Et moi, je dirais Montréal, on a un souci. On va se faire des amis. Pourquoi je suis Montréal? Parle à Québec. Bon, il faut qu'on parle des véganes. Il faut qu'on parle des véganes. C'est mon sujet de chronique. Oui, parce que, voilà, tu n'as pas un problème avec les véganes. Je dirais pas que tu as un problème. Non, j'ai pas un problème avec le monde entier. Tu n'as jamais de problème. Mais disons que, voilà, il y a eu quelque chose. Qui a titillé. Voilà. Pour ceux et celles qui sont abonnés à notre page Facebook, je vous conseille d'aller voir ce qui a été publié depuis ce matin. J'y ai partagé une image qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Parce que décidément, les images sont très parlantes. J'ai un problème avec les images. On peut dire beaucoup de choses à partir d'une image. Passons. Finalement, Facebook, je constate, parce que Émilie aussi, c'est le cas, je constate que c'est une bonne source pour vous. Facebook est le microcosme du macrocosme. D'accord. Donc, j'y ai partagé une image où on voyait, c'était apparemment une campagne pour pousser les gens à adopter un nouveau régime alimentaire. Et c'est une campagne notamment d'images où on voit à gauche un esclave pendu avec la date, si je ne dis pas de bêtises, 1820 ou 1850, je ne me souviens plus de la date. Et à droite, un cochon pendu avec la date 2016 ou 2015. Et en texte, seules les victimes ont changé. Donc clairement, l'image, c'était les animaux sont traités comme des esclaves de nos jours. Les nouveaux esclaves, ce sont les animaux. C'était ça le message de l'image. Puis tu aurais pu me dire, Cyril, comme tu me le dis souvent, oui, mais c'est une image. Non, j'attendais une chute. Non, on se connaît. C'est un incident isolé. C'est qu'une seule image. Ah, voilà. Ça ne veut pas tout dire, c'est juste une image. Mais c'est là que je contextualise. Okay. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre d'image est utilisé pour faire de shock value, c'est-à-dire une campagne sur la provocation. Et ce n'est pas la première fois que l'esclavage est utilisé comme analogie, comme métaphore. D'ailleurs, le combat du véganisme n'est pas le premier combat à utiliser l'esclavage. Je pourrais en faire toute une chronique là-dessus, mais si vous voulez aller voir l'article que j'ai publié il n'y a pas longtemps, il y avait également les luttes des classes ouvrières ont utilisé l'esclavage, les luttes féministes ont utilisé l'esclavage. L'esclavage est devenu la métaphore que l'on peut utiliser pour tout et pour rien. Et moi, j'ai décidé de m'attarder plus spécifiquement sur le véganisme et donc l'utilisation de cette image. Donc, pour revenir un peu, je vais m'inspirer du shaker d'Émilie. Je vais commencer par la définition. Oui, parce qu'il faut comprendre ce qu'on entend par vegan, véganisme, végétarien. Faire la différence, c'est que les végétariens sont les individus qui excluent de leur alimentation la consommation de chair animale, mais ils peuvent encore consommer des produits issus de la production animale, donc ils peuvent encore consommer par exemple le fromage, le lait, les œufs, le miel, etc. Le véganisme, au contraire des végétariens, du végétarisme, c'est l'exclusion de la consommation de produits de chair animale, mais c'est également l'exclusion de la consommation des produits issus de l'exploitation animale, donc c'est-à-dire le lait, le fromage, les œufs, le miel, mais également c'est un mode de vie qui se veut beaucoup plus respectueux des droits des animaux. Donc c'est un mode de vie qui tend également à, par exemple, ne pas acheter de produits qui ont été testés sur des animaux, et éviter également les habits qui sont utiles, enfin éviter. Ne pas porter d'habits qui ont été produits à partir de, par exemple, le cuir, la laine, etc. Donc, c'est vraiment exclure tout produit dans le quotidien qui est issu de l'exploitation animale. Et souvent, ce qu'on peut voir, par exemple, sont des personnes qui commencent par être végétariens, voire parfois qui vont commencer par exclure la chair de viande, enfin,
vont, par exemple, continuer à manger du poisson, mais plus manger de viande de poulet, de bœuf, etc. Puis, ils vont arrêter le poisson également, et puis ils vont devenir végétariens. Puis, ça arrive aussi que des végétariens, après, passent dans le véganisme. Donc, ce n'est pas pour dire que vous êtes soit dans une catégorie ou une autre. Ça peut être flou, ça peut être un processus, ça peut être également changeant en fonction de votre situation. Donc, de pas pour dire que les définitions que je vais donner sont des définitions larges et carrées. Exactement. Donc, maintenant que les définitions sont données, qu'on se dit tout de suite avant que je sois insultée, je n'ai absolument rien contre le véganisme, contre les végétariens. Ce n'est pas le fait d'arrêter la chair animale. Je ne suis pas venue pour démontrer en quoi c'est une idée plus importante ou pas qu'une autre. Ce n'est pas ce qui est le sujet de ma chronique. Ce qui est le sujet de ma chronique, c'est vraiment la publicité et le discours très moralisateur qui est fait par certains militants autour du véganisme qui se servent notamment de la campagne Black Lives Matter ou qui se servent d'images de l'esclavage pour faire passer leur message. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, c'est vraiment le discours qui est fait autour d'eux plutôt que la pratique elle-même. Je n'ai aucun problème avec la pratique elle-même. Ok, donc une fois que ça c'est donné, pourquoi j'ai voulu jouer à cela, enfin parler de ça, c'est parce qu'on va jouer au jeu des poupées russes. Tu me connais aussi, j'adore les poupées russes. J'ai identifié... C'est une façon de contextualiser? Oui, j'ai identifié 6 problèmes avec cette campagne. Okay, d'accord? 6. On va y aller. Il y a 2 semaines, on avait 5. Bah, 2 semaines, il y en avait 5. Là, il y en a 6. Ça dépend des sujets. Le premier problème avec ce type d'image qui compare donc les animaux comme étant nos nouveaux esclaves, et c'est le problème le principal, celui qui saute aux yeux, ça donne l'idée que le racisme, c'est terminé. L'esclavage, c'est terminé et il faut passer à une nouvelle lutte, il faut passer à une nouvelle cause. C'est un problème donc qui donne un discours de les Noirs n'ont plus aucun problème, maintenant il faut s'occuper des animaux. Et donc c'est un discours qui ne prend absolument pas en compte la continuité des luttes qui sont faites aujourd'hui, qui sont fondamentalement ancrées dans la hiérarchisation des races, qui sont fondamentalement ancrées dans notre passé esclavagiste esclave. Donc c'est un message qui tend à réifier les causes et à dire ok, ça c'est bon quoi, on a compris, on a appris nos erreurs, maintenant il faut s'occuper des animaux. Ça c'est le problème principal de ce type de campagne. Deuxième problème principal, comme j'ai dit, c'est une campagne qui repose vraiment sur la shock value, c'est-à-dire une campagne qui repose sur cette idée de provoquer, la provocation. Et pour pouvoir provoquer, on va aller taper dans l'imaginaire de cette souffrance, cette déshumanisation qui a été faite des esclaves, en utilisant donc une souffrance qui n'est pas la leur, en utilisant une souffrance qu'ils n'ont pas le droit de mobiliser pour faire passer ce message. Et je vais expliquer pourquoi je dis « ils », d'accord ? Il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit, il y a un contexte. Il faut toujours contextualiser. Et dans le contexte qui est le nôtre, dans le contexte de l'esclavage, de la déshumanisation, des stéréotypes qui touchent au corps noir, les humains, les populations noires ont été déshumanisées. Pour pouvoir expliquer et pour pouvoir donner des arguments à l'esclavage, on a démontré que les populations noires n'étaient pas vraiment des êtres humains. C'était des animaux. Pour certains, dans certains discours, c'était même pire que des animaux. Donc, encore une fois, utiliser cette comparaison, c'est oublier que dans l'histoire des stéréotypes qui est fait autour des corps noirs, il y a eu cette déshumanisation, il y a eu cette animalisation. Et c'est une déshumanisation qui est toujours en cours aujourd'hui. Ce sont des stéréotypes qui continuent à comparer les femmes noires à des gazelles, à des panthères, à utiliser des modèles de femmes noires, à les habiller en fourrure, à constamment emmener des femmes noires pour les photographier dans des forêts ou autour du végétal, à avoir ce côté exotique. C'est aussi des stéréotypes qui continuent de déshumaniser la population noire et qui fait que nous sommes beaucoup plus surveillés lorsqu'on est en espace public parce qu'il y a vraiment cette idée que nous aurions une tendance plus violente. C'est ce qui explique la surveillance, la constante criminalisation qui est faite autour des populations noires. Ce qui explique... L'angry black woman tape également dans ces stéréotypes, mais c'est aussi des stéréotypes qui expliquent par exemple qu'on soit qu'on soit les premiers arrêtés par la police pour aucune raison. Ce sont les premiers qui font qu'on est suivi dans des magasins pour aucune raison. Donc ce sont ces mêmes stéréotypes qui continuent d'avoir un impact aujourd'hui sur nos vies. Donc lorsqu'on a des campagnes qui utilisent ce type de stéréotypes, ils nourrissent en fait ce discours, ils nourrissent cette continuité de déshumanisation des populations noires. Ce qui me permet du coup de dire pourquoi je dis « ils », parce que malheureusement, et troisième problème, on a en Occident une image des véganes, et des végétariens également, mais je vais plus particulièrement parler des véganes, qui est une image de population blanche. Si vous tapez vegan dans Google, dans images, ce sont que des personnes blanches qui apparaissent. Et ça, c'est un problème parce que
breaking news, il y a des Noirs qui sont véganes. Et même, et même deuxième breaking news, le pays comptant la population avec le plus de monde étant végétarien, c'est l'Inde. C'est l'Inde parce que vous avez des traditions, vous avez des spiritualités, vous avez des religions, vous avez l'hindouisme, vous avez le bouddhisme, vous avez une culture qui pousse notamment les populations à ne pas consommer la chair animale. Donc, un des pays qui compte une grande population noire est le premier pays ayant donc un régime alimentaire vegan. Donc, lorsqu'en Occident, on a vraiment cette idée de on va promouvoir les véganes comme quelque chose réservé aux populations blanches et ne pas prendre en compte l'histoire qui est faite autour du véganisme et ne pas prendre en compte notamment les contextes socio-démographiques. Et c'est oublier qu'il y a des populations noires qui sont véganes, qui sont végétariennes. Ce qui me permet du coup de parler de... Ça tape également dans des stéréotypes que les Noirs, ça mange que du poulet. Je suis sûre que je n'apprends rien à personne qui a ce stéréotype comme quoi, en tant que Noir, nous, on ne mange... On mange du maïs et du poulet frit. Donc, il y a vraiment cette idée qu'en tant que Noir, on ne peut pas avoir un régime alimentaire qui soit vegan. Et ça va renforcer cette idée qu'on peut venir avoir un discours moralisateur. Parce que l'Occident a un discours moralisateur de on va vous apprendre à avoir un meilleur régime alimentaire en oubliant que les populations qui avaient l'habitude d'avoir un régime alimentaire déjà vegan et beaucoup plus respectueux de l'environnement viennent des populations noires. En Afrique également, il y a des pays où il y a des populations qui ont l'habitude d'avoir ce type de régime alimentaire. Ça ne vient pas d'Occident. Et même dans ces pays, on se rend compte lorsqu'on regarde l'histoire de l'industrialisation, lorsqu'on regarde l'histoire des entreprises, c'est la colonisation qui est venue et qui a importé et installé des entreprises sur ces territoires et qui a installé un nouveau régime alimentaire. On se rend compte que des populations qui, la troisième génération, les grands-parents n'avaient pas l'habitude de manger de la viande et encore moins à chaque repas. Tout d'un coup, leurs petits-enfants ont adopté ce régime alimentaire qui est un régime alimentaire qui est profondément occidentalisé. Donc, lorsqu'on a ce type de campagne qui oublie le... Je peux dire quelque chose? Oui, je t'en prie. Je ne mange pas la viande tous les jours. Ça va me permettre de parler du cinquième problème. Mais je continue là-dessus. Donc, c'est vraiment une campagne qui, oublie les contextes, va marginaliser des populations qui, dans certains milieux du monde, sont des populations qui ont déjà un régime alimentaire comme tel. Et c'est une campagne qui marginalise certaines personnes puisque ça va utiliser la provocation, mais c'est surtout un discours qui va s'adresser aux autres personnes blanches, puisqu'on oublie l'existence des Noirs, on oublie l'existence que eux aussi, ça peut eh bien, aller les provoquer en utilisant ce stéréotype. Donc, ce qui m'emmène en fait au cinquième problème, et qui va avec ce fameux discours moralisateur et ces entreprises qui vont s'installer. J'ai un problème avec beaucoup de discours véganes qui est surtout un discours très, très élitiste, très bobo. Donc, c'est un discours qui a tendance non seulement à taper dans les stéréotypes du racisme, mais également à taper dans le stéréotype du classisme. Il y a un problème d'absence de considération, de réflexion avec les luttes des classes, avec la solidarité des luttes des classes. Je m'explique. Il faut bien comprendre qu'avoir le choix au niveau de sa consommation alimentaire relève d'un privilège. Quand vous avez le privilège de où vous pouvez faire vos courses, ce que vous pouvez acheter, la qualité de ce que vous pouvez acheter, c'est un peu dur d'aller donner des leçons aux personnes qui n'ont pas le même privilège. Donc, avoir ce genre de discours très moralisateur de tout le monde, tu n'as qu'à faire le choix. Si tu décides d'arrêter la chair animale, si tu décides d'arrêter tout produit issu de la production animale, c'est un choix personnel, il suffit d'arrêter demain. Non. Oui, ça relève d'un choix et bien sûr que chacun peut le faire et s'y tenir ou pas, mais c'est aussi oublier que ce choix est fondamentalement conditionné par le contexte socio-économique et démographique dans lequel vous vous trouvez. Je m'explique. Par exemple, il existe des zones qu'on appelle des déserts alimentaires, notamment aux États-Unis. Donc là, une des premières puissances mondiales. Les déserts alimentaires, ce sont des zones où on a démontré que vous pouvez prendre votre voiture, rouler plus de 2 heures, toutes les 15 minutes, vous passez près d'un McDonald's, mais vous pouvez rouler près de 2 heures et sans réussir à trouver un endroit où vous pouvez acheter des fruits et des légumes frais. C'est ça un désert alimentaire. Et ce sont des zones où il est très très difficile d'obtenir des fruits et des légumes frais. Et ce sont des zones, bien sûr, on trouve du fast-food et on ne trouve pas de légumes et de fruits frais. Et bien sûr, les populations qui vivent là sont les populations les plus pauvres des États-Unis et forcément sont des populations racisées. Donc, quand je dis qu'il y a un discours qui oublie la solidarité et qui oublie les luttes des classes, c'est qu'il y a un discours qui oublie qu'il y a des populations qui n'ont pas le choix au niveau de leur alimentation. Parce que lorsque vous êtes pauvre, et je parle vraiment de la pauvreté, lorsque vous êtes pauvre, vous mangez ce que vous pouvez. Et je ne dis pas que c'est impossible, qu'on ne me fasse pas dire le contraire, je ne dis pas que c'est impossible d'être vegan lorsqu'on a vraiment des revenus, même qu'on n'a pas de revenus. C'est possible, mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile et en plus, cela peut avoir un impact très fort sur vos conditions, sur votre santé. Ce qui me permet de faire le lien également, c'est
sur le fait que c'est un discours qui est très classiste et qui est très raciste, mais c'est aussi un discours qui est dans le capacitisme. C'est un discours qui oublie que pour certaines personnes, ce sont des personnes qui sont dépendantes de certains traitements médicaux. Ce sont des personnes qui ont par exemple des allergies très fortes. Je rappelle que par exemple les noix, les amandes, qui est très promu pour remplacer la chair animale, sont parmi les premiers aliments dont on a le plus déclaré être allergique, d'allergie. Ok. Donc, il y a des produits qui sont vendus comme étant voilà, si vous voulez arrêter les chers animaux, vous n'avez qu'à manger ça. Oui, mais pour certaines personnes, c'est impossible. C'est aussi un régime alimentaire qui parfois demande d'avoir une compensation. Donc, une compensation dans certains, par exemple, vitamine B12, etc. Donc, parfois, cela peut demander un coût supplémentaire en traitement médical. Et tout le monde ne peut pas s'offrir ce coût. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que je dis il n'y a que les riches qui peuvent s'offrir ça. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut prendre en compte cette réalité-là dans les discours qui promeuvent le véganisme. Parce que malheureusement, c'est un discours qui se fait parfois très méprisant envers les classes populaires. Je pense notamment à PETA. PETA est une association de protection des animaux qui a débarqué à Détroit et a payé je ne sais combien de milliers pour faire monter des pancartes. Il faut savoir que Détroit a un énorme problème d'eau. Ils n'ont pas d'accès d'eau potable. Ça fait des années que ça dure. Et ils ont mis en place des panneaux pour dire si vous devenez vegan, on vous paye l'eau potable. L'eau, je rappelle que l'eau est supposée être un droit humain. Vous ne pouvez pas utiliser l'eau comme une carotte dans votre discours. Et plutôt que de dépenser des milliers pour faire monter cette pancarte, utilisez cet argent pour faire en sorte que la population ait de l'eau potable. C'est un discours qui est extrêmement méprisant et extrêmement violent. Donc, il y a vraiment une absence de réflexion qui est faite, d'autant plus que de nos jours, et c'est là que j'en viens pour ma conclusion, et dans le fait qu'il y ait ce discours vegan qui est extrêmement blanc, c'est ne pas prendre en compte qu'il y a des personnes racisées, des personnes noires, qui ont une véritable réflexion de l'alimentation comme un outil de décolonisation. Donc, faire en sorte de revenir à une alimentation plus saine, à une alimentation plus respectueuse, parce qu'on s'est rendu compte que notamment parmi les outils de destruction des populations noires, il y a le fait également de l'alimentation, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus accès à une alimentation saine. Ces fameux déserts alimentaires, ces fameux fast-food qui sont plus faciles à obtenir que de l'eau potable, etc. Donc, on a des personnes qui ont vraiment dit on va passer par notre table, on va retourner à nos régimes alimentaires beaucoup plus sains, voire on refuse tout ce qui est animal parce que c'est traité vraiment de manière extrêmement mauvaise pour la santé. Donc, on a des personnes qui ont déjà cette approche-là et leur discours se voit noyé par ce fameux discours blanc du véganisme, se voit noyé par cette absence de prise en compte de la décolonisation, des luttes des classes, de l'antiracisme. Et il y a ces personnes-là, par exemple, au Québec, à Montréal, je pense notamment ce week-end, il y a le festival vegan. Et il y a notamment Dalila Awada et Silko qui vont faire une conférence ce dimanche sur le véganisme et l'antiracisme. Donc montrer comment ces deux luttes doivent être solidaires. Donc montrer comment on peut avoir déjà une approche. Donc il y a déjà des réflexions qui sont faites. Je pense notamment au Sista Vegan Project, pour ceux qui lisent l'anglais. Ils ont un site internet. Il y a une réflexion véritablement très poussée qui est faite autour de l'alimentation dans la lutte décoloniale. Et c'est une réflexion qui n'est pas assez mise en avant lorsqu'on a ce discours. Et surtout, c'est une réflexion qui est totalement écrasée lorsqu'on a des images comme celle que j'ai partagée sur la page Facebook, qui est montrée comme, qui est très choquante. On la regarde d'abord, mais après, quand on la regarde longtemps... Et quand on sait l'histoire, enfin, c'est extrêmement choquant. Donc, c'est un discours qui est profondément antagoniste. Et malheureusement, lorsqu'on a des publicités ou ce genre de discours autour du véganisme qui est choquant, ça antagonise certaines personnes qui pourraient dire « Moi, je ne veux pas rejoindre un projet ou une lutte sociale ou une façon de vivre qui ne prend pas en compte le fait que je suis également noire. » Alors qu'il y a des noirs qui sont véganes, alors qu'il y a des noirs qui ont déjà ce type d'approche. Donc, pour conclure, je rappelle, breaking news, des noirs et des personnes racisées sont véganes. Angela Davis, notamment, pour faire le lien avec une de nos chroniques. Il faut qu'il y ait véritablement une solidarité des luttes. Ce projet antidécolonial, anticolonial, antiraciste, en lien avec l'alimentation, est déjà porté par de nombreuses personnes. Et surtout, il faut arrêter d'utiliser l'esclavage comme métaphore ou analogie du tout et du rien, parce que vous videz de son sens une histoire qui déjà n'est même pas reconnue et adressée par notre contexte actuel, par les sociétés occidentales. Donc, juste stop, juste non. Je crois que en fait, ma chronique ne devrait pas s'appeler Société en débat, ça devrait être une chronique juste non. Non. On peut réfléchir à ça. On peut... non, je dis, c'est sérieux, on peut réfléchir à ça. Ça me donne soudainement une... Non. Juste non. Non.
pas ce choix. Rappelle, c'est terrible ça. Rappelle-nous un peu la conférence. Alors, le festival a lieu ce week-end, c'est le 3 et 4 novembre. Ouais. Je remettrai le lien sur la page Facebook, bien sûr. Que ceux qui y aillent, peut-être que grâce à toi, ils vont peut-être regarder un peu les choses différemment. D'ailleurs, Parce que je pense qu'il y a, sauf erreur de ma part, on va vérifier quand tu vas mettre le lien. J'ai cru voir un chef. Oui. Vous avez un livre de recettes également. Américain, vegan. Oui, tout à fait. Son livre est là, soit il vient faire une présentation. Son livre est sorti. Je pense aussi au livre de Silco qui s'appelle Afro-isme. Voilà. The Sista Vegan Project a également un livre où ce sont des femmes qui parlent de leur expérience avec le véganisme, des stéréotypes qu'elles ont rencontrés dans leur communauté en tant que femmes noires ayant choisi de renoncer à la chair animale. Parce qu'il faut bien comprendre que l'alimentation, c'est vraiment un porteur de culture, c'est une histoire, c'est un héritage. Et parfois, c'est vrai que selon votre choix alimentaire, ça peut être vécu comme une véritable violence pour votre communauté ou votre famille qui se dit, enfin, si tu ne manges plus ce qu'on a l'habitude de manger tous les dimanches ensemble, avec la famille que notre grand-mère prépare, tu rejettes en fait tes racines, tu rejettes ta famille. Donc parfois, il y a cette discussion à avoir en disant non, on peut adapter nos recettes. C'est pas une question que je rejette notre culture, je rejette juste ce que je ne considère plus être nécessaire pour ma santé, encore moins par rapport à mes croyances. Mais il faut lutter contre ces stéréotypes. Et lorsqu'on a des campagnes autour du véganisme qui en rajoutent en plus dans ces stéréotypes, ça n'aide pas. Parce que lorsque vous avez une personne de votre famille qui vous annonce que elle est végane et que vous venez de voir la publicité hyper raciste qui est faite pour défendre le mouvement végane, ça vous antagonise. Vous vous dites, ah d'accord, donc en fait les droits des animaux va passer avant les droits de ton peuple, bravo. Alors qu'elle pourrait dire, non, moi en faisant son choix, je me bats justement contre les conditions de vie, les conditions de vie qui sont les nôtres et notre absence de choix dans l'alimentation. Donc c'est une alliance qui est déjà faite, qu'il faut qu'elle continue d'être faite. Parce qu'il faut aussi comprendre, et j'en ai moins parlé dans ma chronique, il y a aussi quelque chose de très violent dans le côté moralisateur qui est donné au discours vegan blanc dont je parle, qui souvent va se dire je suis moralement supérieur à toi parce que j'ai arrêté de consommer tout ce qui est chair animale, mais ce sont des personnes qui parfois consomment des aliments, je pense à certains chocolats, à certaines graines, à certaines cultures qui, pour être produites, sont extrêmement nocives pour les populations qui l'ont fait, voire, comme par exemple le chocolat, sont le résultat du travail d'enfants, de mineurs, causent des problèmes de santé extraordinaires, enfin extrêmement forts aux populations qui l'ont fait, et sont extrêmement coûteux en matière d'environnement. Je pense au lait de soja. Le lait de soja, le nombre de litres d'eau que ça prend pour produire du soja. Et après, on a ce genre de discours qui est fait, où toi, tu te bats pour que dans certaines populations ne soient plus sous servitude de l'Occident à cause de ces productions-là. Oui, c'est antagonisant. Alors qu'il y a d'autres personnes dont je parlais dans le livre également, qui sont là, qui disent non, moi j'ai refusé la chair animale, mais je l'ai remplacée par des produits qui sont faits chez nous, par des produits qui, je sais, sont produits selon un certain standard, sont des racines de chez moi, sont des quelque chose. Voilà, ils ne font pas 15 000 kilomètres en avion pour arriver dans mon assiette. Ils ne sont pas le produit de la servitude des populations du Sud, parce que je sais également qu'il faut qu'on ait cette solidarité-là. Mais ce discours-là n'est pas assez mis en avant. Eh ben, c'est une amorce que tu es en train de faire là, et puis je pense que ce sera une bonne chose. En passant, je pense qu'il y a il y a exactement, c'est la semaine dernière, on avait parmi les invités qui étaient dans le volet politique, on a une candidate de la salle, qui est Madame Lorraine Daphnotis, qui en plus sa boutique est la deuxième boutique au Québec, quelque chose comme ça. Et tu sais quoi? Bon, ce jour-là, effectivement, on n'allait pas parler véganisme et tout, mais en plus, c'est une voisine. Elle n'est pas loin de nos locaux. Notre studio là. Et d'ailleurs, je sais pas, je lance ça comme ça. Mais ça, on va la voir après les élections. Parce qu'elle avait promis de temps en temps de passer nous voir et puis de nous ramener un peu de bouffe. C'est intéressant. Bonjour Lorraine, si vous nous écoutez, voilà, on pense à vous. Voilà. Merci à toi, Jade.